Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision panafricaine Afrique Média pour cette autre édition d'appel sur le continent. Ce soir, deux sujets sont sur la table des débats. On parlera tout d'abord de la présence des forces françaises du côté du Sahel avec ce départ qui ne cesse de s'accélérer ou de s'accentuer, les remous du départ des forces françaises du côté du Sahel. Et par la suite, en deuxième partie d'émission, on parlera de cet entretien entre le professeur Faustin Akonche-Touadéra et le nouveau procureur de la CPI, Karim Khan. Que se sont dit, qu'est-ce qui était au menu des échanges entre le chef de l'État centrafricain et le procureur de la CPI. Nous en parlons donc avec vous et nos invités dans cette nouvelle édition d'Appel sur le continent. Nous sommes déjà en direct de Bruxelles avec notre géopoliticien Luc Michel. Bonsoir et bienvenue Luc Michel. Bonsoir à vous Junior et bonsoir à tous nos téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci à vous Luc Michel, merci en tout cas d'avoir répondu présent à cette invitation. Également avec nous sur le plateau, je ne sais pas si de l'autre côté de Zoom, Marie Poto Ramadan n'est pas encore là. On aura Marie Poto Ramadan sur ce plateau central, on aura également Jules Diawé, mais avant on va sans plus tarder débuter avec vous Luc Michel. Eh bien, on reparle ce soir de ce sentiment anti-français qui ne cesse de grandir au fil des jours, au fil des heures, au fil des minutes et au fil des secondes. La France se sent de plus en plus menacée, que ce soit au Mali en général et au Sahel en particulier. Écoutez, le but de toutes les guerres coloniales depuis la guerre d'Algérie et ce qu'on appelle la sale petite guerre du Cameroun, qui était la petite guerre d'Algérie, c'est la conquête des esprits et des cœurs. La conquête des esprits et des cœurs, c'est toujours en 2021, 70 ans après les guerres coloniales, c'est toujours à l'ordre du jour, et la France a perdu celle-ci. Il y a un sentiment anti-français qui est dû aux erreurs et aux exactions de la France, et que la France attribue évidemment à ce qu'elle appelle la guerre manipulation médiatique, d'Afrique Média, des médias pro-russes comme moi, ou de la Russie. En réalité, la France est entièrement responsable de ce qui lui arrive. C'est aujourd'hui les médias français comme France 24, TV5, etc., qui constatent cette perte de la France dans la guerre médiatique. Et aujourd'hui, ce qui est à l'heure du jour, c'est le départ de la France de ce qui était le vrai carré français. C'est un grand média français samedi, le journal du dimanche, qui posait la question. Elle annonçait le prochain départ de Barkhane et elle annonçait que ce départ serait annoncé par Emmanuel Macron à l'occasion du sommet Union européenne-Afrique qui va constater malheureusement pour la France sa perte d'influence. C'est cela qui est à dire. La France est entièrement responsable. C'est à cause des crimes de la France que celle-ci constate un peu partout en Centrafrique et même annonçant aujourd'hui au Tchad où il y a eu les premières manifestations anti-françaises. Justement, pour revenir sur ce sentiment anti-français, il n'explique certainement pas le désir, pour prendre l'exemple du Mali, puisque nous sommes au Sahel, ce sentiment n'explique pas le désir du peuple malien de voir la France partir. Est-ce que ce n'est pas plutôt l'incapacité de cette France-là à régler les problèmes de sécurité qui a conduit la population à vouloir ou à souhaiter le départ des forces françaises? Écoutez, les médias français disent que c'est l'échec de la France dans la guerre au djihadisme. C'est ce que dit TV5 ce week-end, mais c'est ce que disait déjà, il y a 2 ans, Marc-Antoine Pérouse de Monclos dans son livre retentissant « Une guerre perdue de la France, le Sahel ». Marc-Antoine Pérouse de Monclos, c'est le meilleur spécialiste français des djihadistes. Il a fait plusieurs livres. C'est aussi un collaborateur du TikTok de Le Drian, la Fondation Saint-Simon, que Marc-Antoine Pérouse de Monclos disait déjà que ce qui se posait, ce n'était pas de savoir si Barkhane allait quitter le Sahel, mais quand et dans quelles conditions. Depuis, il y a eu l'hebdomadaire Marianne, il y a eu le Figaro qui ont posé la même question.
publiquement. Il y a aussi l'ancien ministre de François Mitterrand, Michel Cotta. Aujourd'hui, ce sont les autres médias français. C'est exact. C'est l'échec de la France à combattre le djihadisme. C'est la montée en puissance du djihadisme. Lorsque la France intervient en 2012, il y a une petite organisation djihadiste, c'est Al-Qaïda au Maghreb islamique. À l'époque, c'est une petite organisation mafieuse qui vit de trafic. Son chef, c'est l'Algérien Mokhtar Belmokhtar, qu'on appelle Malboromed, parce qu'il vit du trafic de cigarettes. Aujourd'hui, en 2022, il y a 4 grandes organisations. Il y a Hakimi qui est devenu une organisation transnationale, un front djihadiste international qui regroupe 6 organisations sous la direction du Malien Yad Ghali. Il y a Al-Qaïda, il y a Daesh, l'État islamique au Grand Sahara. Il y a Boko Haram, bien entendu, sur les frontières sud. Il y a enfin une 4e organisation, Al-Nosra, qui est constituée par les djihadistes venus de Syrie et amenés en Libye pour reconquérir la Libye ou pour le compte des États-Unis. Les djihadistes de Al-Qaïda en Syrie, le Jabhat al-Nosra, qui ont fondé leur propre organisation islamique, Al-Nosra, qui est présente en Libye, mais également dans toute la zone sahélienne. Voilà le bilan de la France, voilà l'échec de la France, rendu par les spécialistes français. Ce n'est pas seulement les Russes, ou ce n'est pas seulement Luc Michel, ou ce n'est pas seulement Afrique Média qui constate cet échec français, ce sont les spécialistes de la France. Eh bien, Luc Michel, pour revenir justement sur ce sentiment anti-français et ce départ de la France du côté du Sahel, on en parle depuis pas mal de temps déjà, il faut le dire, et connaissant également la capacité de la France à pouvoir rebondir, est-ce que vous pensez réellement qu'on est plus vers le départ de ces soldats-là ou bien vous pensez forcément un moyen de rebondir et de se repositionner dans la zone? Non, la France essaye tous les moyens possibles. On va en parler notamment à propos de la Centrafrique, mais vous savez, ce qui caractérisait Jacques Foccart, c'était l'architecte de la France-Afrique. C'est lui qui a bâti cet empire néocolonial. Aujourd'hui, le successeur de Foccart, il s'appelle Le Drian. Il emploie les mêmes méthodes. C'est l'homme des réseaux de Barbouze. Mais ce n'est pas l'architecte de la France-Afrique. C'est l'homme qui est en train de perdre celle-ci. Il y a, lors du sommet de Montpellier, la dernière biographie qui a été éditée dans une énorme livre d'1 millier de pages, c'est l'Empire qui ne voulait pas mourir, l'histoire de la France-Afrique. Mais aujourd'hui, nous assistons à la mort de cet empire. C'est cela qu'on constatera, c'est cela que laissera Foccart ou Macron dans l'histoire, comme les gens qui ont perdu l'empire colonial. La France peut faire ce qu'elle veut. Elle a perdu les esprits et les cœurs dans la guerre coloniale africaine, mais elle a aussi perdu l'appui de ses alliés. Qu'est-ce qui a permis à la France-Afrique de tenir pendant 60 ans? C'est que la France, depuis Giscard d'Estaing, elle était le gendarme de Donald Trump, elle était le shérif de l'Afrique. Mais depuis 2019, la France a constaté la perte de la guerre du Sahel par la France et elle a abandonné la France. Aujourd'hui, que veulent les Américains? Ils veulent américaniser la guerre du Sahel et ils veulent remplacer la France par les pays de l'OTAN. C'est les États-Unis qui ont constitué le projet, le plan B de Takuba, ce n'est pas Paris, et les Américains veulent redéployer les Français dans la Corne au Mozambique et en mer Rouge, et plus du tout en Afrique centrale. Donc, lâchée par les États-Unis, lâchée par l'Allemagne, la France n'a plus de choix. Elle va devoir quitter, bon gré mal gré, le Sahel. Vous d'accord avec ceux-là qui pensent que l'avenir de la France est en train de se jouer au Mali actuellement? Écoutez, le Mali, c'est l'épicentre de la guerre du Sahel, mais avant le Mali, il y a eu la Centrafrique.
C'est en Centrafrique que les Russes ont fait leur preuve en libérant le pays en 6 mois. C'est le même plan de 6 mois qui est proposé par les firmes paramilitaires russes pour libérer Gao et Kidal. Moi, je vois que ça ressemble au rugby. La Centrafrique, ça a été l'essai de la Russie en Afrique centrale. Le Mali, c'est la transformation de cet essai. Pour restons donc sur le Mali, on le sait, le pays on va dire, a été mis en difficulté par les sanctions imposées par la CEDEAO, étant même malgré tout, le Mali essaye de se sortir de cette situation-là. Il faut le dire également, des défauts de paiement ont déjà été annoncés du côté de Paris, hein, quand on parle bien sûr de la situation économique du Mali. Est-ce que d'après vous, les autorités du côté de Bamako pourront tenir la cadence, Luc Michel? Écoutez, la guerre économique, les sanctions et les blocus, c'est l'arme absolue des Occidentaux, de Washington principalement, mais aussi de Paris. C'est comme ça qu'on a conduit à la catastrophe la Jamaïria de Kadhafi. C'est comme cela que l'on fait la guerre. Mais bien entendu, cette guerre économique, ces sanctions, elles ont des conséquences dramatiques. Le Mali est en défaut de paiement, mais ce sont toutes les économies de la région qui sont en train d'être réduites, en particulier le Sénégal, la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire. Les récoltes, en particulier de manioc, par exemple, elles sont en train de pourrir. La banane plantain est en train de pourrir par impossibilité d'être exportée. Voilà le résultat. Le Mali a réagi, il s'est tourné vers la Mauritanie, l'Algérie et la Russie. En ce moment, le ministre des Affaires étrangères du Mali, il est à Téhéran. Qu'est-ce qu'il fait à Téhéran? Téhéran, c'est un pays qui est sous embargo depuis 40 ans et qu'on n'a pas su réduire. L'Iran a tenu bon et elle a contourné les sanctions économiques, notamment au Liban, notamment au Venezuela. Il y a actuellement un corridor économique pour contourner les sanctions qu'on appelle le corridor Téhéran, Caracas, Dakar, parce que depuis 2 ans, Macky Sall a retourné sa veste. Ce n'est plus l'allié de la France, c'est l'allié de l'Iran pour contourner les sanctions occidentales, en particulier concernant les ventes de pétrole et de gaz. C'est aux spécialistes du contournement des sanctions, les Iraniens, que les Maliens sont en train de s'adresser. C'est significatif que le ministre des Affaires étrangères malien, il est en Iran. Précédemment d'ailleurs, l'ambassadeur d'Iran à l'occasion de la fête musulmane du Mouloud, il avait rencontré le ministre malien des anciens combattants et apporté son soutien et ancien au Mali pour contourner les sanctions, mais pour intervenir aussi dans le domaine sécuritaire. On sait que les Iraniens, c'est eux qui, avant même les Russes, ont tendu la main à l'Iran, à la Syrie de Bachar el-Assad, l'ont empêché de s'effondrer et lui ont aidé à contourner les sanctions et à gagner la guerre du Syrie en matière sécuritaire. Voilà ce qui est en jeu actuellement. Le Mali, résolument, il se tourne vers le bloc de l'Est, vers la Russie et vers l'Iran, et c'est une autre défaite des Américains et des Français. C'est pour ça que tous les moyens sont bons pour la France. Les moyens de la déstabilisation avec Ouattara, c'est la fameuse conversation téléphonique interceptée entre Ouattara et Sissi Touré, l'ancien Premier ministre malien. Aujourd'hui, Jeune Afrique nous dit que c'est un faux enregistrement. Tout cela est dérisoire. La France, elle a perdu pied. Elle perd pied en matière sécuritaire. Elle perd pied en matière économique. Elle perd pied en matière géopolitique. La situation difficile dans laquelle se trouvait la Syrie, elle a été aidée justement par la Fédération de Russie, également l'Iran, pour pouvoir se sortir de cette mauvaise passe. En ce qui concerne justement le Mali, si jamais
les autorités de Bamako parviennent à contourner ce rocher mis sur leur chemin par les Occidentaux, rocher que j'appelle les sanctions économiques pour rester justement dans le cadre de la guerre économique. Est-ce que si jamais les autorités de Bamako parviennent à contourner ce rocher-là, il y a une autre carte qui pourrait être sortie par les oppresseurs? Écoutez, la guerre économique, elle est menée par les Occidentaux. C'est une guerre classique qui existe depuis les années Ronald Reagan en 1980. Elle est un volet de la guerre militaire. Elle est un volet de la guerre médiatique. Les Russes et les Iraniens, eux, ils mènent la guerre du futur. C'est la guerre hybride. La guerre hybride, elle a été inventée par les Iraniens au Liban, précisément, en 2006. Le Liban, où ils ont contourné le blocus et la guerre économique des Américains, des Français, et les Russes, ils ont réinventé la guerre hybride tout d'abord en Ukraine en 2013, et puis à partir de 2015 en Syrie. C'est donc les Occidentaux, ils ont une guerre de retard. Il y aura deux scénarios. Tout d'abord, il y aura la mise en place des mécanismes de contournement, des sanctions et du blocus des Russes et des Iraniens. Et dans cela, le Mali va avoir un allié. C'est le Sénégal de Macky Sall qui est déjà lié à l'Iran dans les mécanismes de contournement économique, ce qu'on appelle le corridor économique Caracas-Téhéran-Dakar. Ça, c'est le cas du Sénégal. Nos spécialistes sur les plateaux d'intermédiaires d'ASEC Média qui accablent Macky Sall, ils nous parlent d'une géopolitique qui n'existe plus depuis 2 ans. Ils ne sont pas au courant de la mise à jour des dossiers. Maintenant, il y a le cas des États alliés de l'Occident, la Guinée-Conakry et la Côte d'Ivoire. Ceux-ci sont frappés de plein fouet par les sanctions. Ils sont tout autant victimes dans leur économie que le Mali, et pour eux, il n'y aura pas de solution, à moins qu'ils ne s'éloignent, eux aussi, comme Macky Sall l'a fait, du bloc occidental pour se rapprocher du bloc de l'Est. Mais tous les moyens seront tentés par les Américains qui sont à la manœuvre. C'est eux qui avec des sanctions, en particulier qui ont inspiré les sanctions de la CEDEAO, et par les Français. Le département d'État américain, c'est lui qui a agi près de Ouattara, près des autres et de la CEDEAO pour instaurer ces sanctions. Et on se rappelle, il y a 6 mois, sous l'ancien régime malien de Badao, à l'époque, eh bien, du président Badao, qui a trahi le bloc de l'Est, eh bien, c'était l'envoyé spécial au Mali, Peter Pham, qui est un dirigeant de l'Atlantique Council. C'est lui qui a mis au point les sanctions économiques contre le Mali. Michel, pour cette autre intervention. Eh bien, Marie Poto Ramadan nous a donc rejoint pour partager le plateau avec nous ce soir, étant donné, Marie Poto Ramadan, que nous parlons actuellement de ce qui se passe du côté du Sahel. Du côté de Paris, on parle du sentiment anti-français qui serait bien sûr à l'origine de ce sentiment, de cette volonté du peuple malien et de certains peuples des pays du Sahel de voir la France partir. Est-ce que c'est pas plutôt les incapacités de cette France-là à résoudre les problèmes de sécurité, à combattre le djihadisme, qui a poussé les populations vraisemblablement à demander à ce que les forces militaires françaises présentes dans le Sahel prennent leurs bagages et rentrent chez elles? Bonsoir, Monsieur Junior Wafo, merci de m'accueillir, et bonsoir à tous ceux qui nous encouragent par les commentaires et qui nous regardent à travers le monde. Le sentiment anti-français, on a beau leur dire que ce n'est pas question d'un sentiment anti-français ou que les gens sont racistes. Mais comme ils ne veulent pas comprendre, ils n'ont qu'à le prendre comme ils veulent le prendre. C'est effectivement une question d'incapacité. Quand on a été incapable d'aller sauver un peuple, qu'on s'est dit on part en guerre, on donne des noms comme Barkhane, Sangaris, Papillon et Tartampion. Quand on y va, c'est pour aller sauver les gens. Voilà. C'est pas pour aller piller les gens et les tuer. Donc pour moi, la France est tellement restée longtemps dans toutes ces zones-là, à encourager la guerre, à armer les terroristes. Au contraire,
C'est-à-dire depuis que la France a créé ce genre de mission-là, le terrorisme s'est plutôt multiplié. Il y a une forte croissance et les gens, c'est vrai que les Africains ont mis du temps pour se réveiller et pour se dire qu'il fallait que ça cesse. C'est pas non plus évident parce que quand vous voyez des gens arriver avec des boîtes de sardines, donner à des gamins, des bonbons, tout ça, contre, je sais pas, des petits services, et vous dites, ah, ben, j'ai jamais mangé de saucisson, ni du fromage. En fait, pour les Africains, pour ces pauvres personnes-là, c'était vraiment le Dieu qui venait les sauver, alors que non, c'était vraiment le diable déguisé qui venait les torturer et qui venait encore les assiéger. Maintenant, l'Afrique s'est réveillée, les gens commencent à se concorder, vous avez plusieurs pays, il y a vraiment une concordance, les gens commencent à comprendre et leur demandent de partir. Maintenant, pour partir, ça devient encore un problème, c'est vrai que c'est là que moi je ne comprends pas. Vous venez chez quelqu'un, il vous a accueilli de gré ou de force, je sais pas, il vous dit maintenant c'est bon, je n'en veux plus, partez, partez. Donc moi, tous ces prétextes-là, c'est pour dire que on doit rester pour les sauver. Vous ne pourrez pas les sauver, on va se sauver nous-mêmes. Rentrez chez vous, merci. Marie Poto Ramadan, c'est avec cette intervention que nous allons refermer ce premier sujet avec le concours de la réalisation. On va prendre une transition rapide qui va nous amener à notre deuxième sujet qui concerne la République centrafricaine.